reçoit ces notes à la grange dans le cadre des conférences de l'histoire. Pour un bref aparté, je pense sur Sylvain, il a principalement fait ses études, il s'est intéressé principalement au niveau de la biologie forestière au début de ses études universitaires, pour par la suite s'intéresser plus profondément au niveau de l'écophysiologie, notamment avec un doctorat à l'Université de Nancy et également un postdoctorat à l'Université du Québec à Montréal. Ces recherches visent principalement à comprendre, le lien qui existe entre les traits fonctionnels et également leur capacité d'adaptation et de transformation. Sylvain est également membre du Centre d'études de la forêt et participe à la chaire de recherche sur la croissance de l'arbre d'Argentville, qui est en partenariat avec Hydro-Québec. Il est également impliqué au niveau des capitales nature et de la ville de Gatineau aussi. Puis aujourd'hui, il va nous présenter la présentation qui est sur la gestion du carbone de l'érable à l'érablière, autogénie, phénologie, résilience et implémentation. Merci Ariane. Ariane, ah, okay. Je ne sais même pas comment c'est ma petite petit aparté, je fais effectivement une migraine ophtalmique, donc ça réduit quand même de pas mal les capacités. Mais j'ai juste une petite mise en garde à vous faire, malgré la qualité de la présentation, des slides et tout ça, je vais vous demander d'éviter les flashs et puis aussi d'éviter les applaudissements parce que ça rend très, très, très sensible. Et aussi les cris de joie, d'effervescence pourraient émaner de la présentation et de sa qualité. Fait que, ceci étant dit, je vais vous parler de la gestion de carbone de l'érable à l'érablière. C'est un peu une suite de ce qu'on avait déjà vu. Alors, je dis on, peut-être ceux qui étaient là il y a 2 ans quand j'étais à la même place, devant le même public, en espérant que les étudiants aient changé parce qu'il faut qu'ils finissent. Et si vous êtes encore là et que vous avez déjà vu l'autre, honte à vous. L'idée, c'est de vous montrer un peu comment ça va continuer, jusqu'où on va, et de voir un petit peu comment on a approfondi le sujet. Donc, l'érable à sucre, je concentre pas mal tous les résultats qu'on a eus ces derniers temps sur l'érable à sucre dans cette présentation-là. On a regardé quelques autres espèces aussi, mais je l'exclus juste pour essayer d'avoir un message synthétisé et convergent. Donc, pourquoi on l'étudie? Beaucoup de services, le bois de chauffage, les érablières pour se promener à l'automne, vraiment très intéressant. Mais bien sûr aussi les sucres qui sont à l'origine de tout ce miam-miam-là que vous devez sûrement apprécier. J'ai essayé de prendre des belles photos, parce qu'il y avait des photos de cabane à sucre, ça ne donnait pas faim, mais je disais que ce midi, je ne vais pas vous éclairer. Donc, c'est ça, c'est quand même un produit très intéressant, très local, qui génère une économie fantastique pour le Québec. Donc, c'est pas pour rien qu'on peut avoir des financements pour aller l'étudier. Mais les sucres, ça vient d'où? Ça sert à quoi? Ben, je sais pas trop où vous en êtes, et que j'essaie de mettre un petit peu comme une mise à niveau, ou au moins de vous donner quelques bases pour suivre le reste. Donc, les sucres, ben, on peut les approcher avec la théorie des sources-puits. Sources-puits, c'est qu'est-ce qui les produit, puis qu'est-ce qui les consomme. Donc ça, ben, ça nous permet de dire, mettons, on sait que c'est la photosynthèse qui va les produire. Ensuite, il va y avoir un devenir de ces sucres-là qui vont être mis en réserve, qui vont être utilisés pour construire un peu l'arbre et avoir des relations aussi avec l'environnement. Je pense que je l'ai encore perdu. Peux-tu recliquer dessus? On va se faire. Sinon, non. Voilà, je vais l'utiliser. OK. Donc, pour faire un parallèle pour les étudiants qui sont là, la photosynthèse, c'est la bourse d'études que vous recevez. Engrange du plus. Éventuellement, on va les mettre en banque, puis on va espérer que les échanges avec la banque restent positifs pour la banque, dans le sens où vous n'utilisez pas tout. Les coûts,
Donc, la dépense, ça va se faire au niveau du tronc des racines qui vont être votre épicerie et votre logement, des dépenses obligatoires qui vont construire la situation, la stabilité de la situation. Et c'est des coûts que vous n'avez pas le choix de faire. Donc, c'est vraiment important pour que vous ayez la force de produire des mémoires, des articles et tout un tas de choses qui sont plus volatiles, là, qui peuvent être perdues, oubliées, mais qu'on peut refaire année après année pour engranger une réputation ou en tout cas un beau développement qui va permettre de avoir une bourse d'études pour remplir un petit peu le compte en banque. Les mycorhizes, je les ai gardés pour la fin, c'est ce que j'appelle les activités sociales. Ça a l'air d'être une dépense inutile, mais en fait, c'est super important. Il y a des co-bénéfices, ça nous apporte plein de choses, santé mentale, etc., qui fait en sorte que finalement, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et dans lequel on peut dépenser un petit peu de carbone. Autre base, phénologie. Phénologie, ça, c'est la séquence de développement qui va être nécessaire pour qu'un organisme vivant se développe et se développe bien. On peut le simplifier dans ces 5 temps-là. Il y a un temps au printemps où il y a de la croissance, on produit des nouveaux tissus, on fonctionne, on va avoir une nouvelle biomasse qui est mise en place. Et cette biomasse, une fois qu'elle est mise en place, on va pouvoir faire de l'acquisition de ressources. Ressources en dessous du sol, ressources atmosphériques. Donc, on va accumuler des ressources pour ensuite, parce qu'on est dans une situation où on a une mauvaise saison, évidemment, on pourrait continuer comme ça, mais il y a toujours une mauvaise saison, que ce soit une saison sèche ou une saison froide. Donc, il y a une mise en dormance, donc il y a une période d'initiation. On va préparer l'organisme à cette dormance-là. Ensuite, on va être en dormance. Théoriquement, il ne se passe rien ici. C'est de moins en moins vrai quand on regarde les données ou que on regarde un peu ce qui se passe. Ça ne dort pas tant que ça. Mais pour le bienfait de la cause, on voit quand même que l'activité physiologique est très, très, très réduite. Finalement, il y a des signaux environnementaux qui vont avoir lieu et qui vont réveiller notre organisme et qui va être sensible à qu'est-ce qui se passe dehors. Dans la période de dormance, normalement, il est insensible, il ne se passe plus rien du tout. Dans la période éco-dormance, là, je suis attentif, j'ai des signaux qui me disent que bientôt la saison va être bonne, puis quand cette saison va devenir bonne, je vais pouvoir repartir ma croissance. Donc, cette séquence d'activités de développement est bien importante à garder en tête là, pour la suite. Si on le regarde plus dans le cas de l'érable à sucre, ben, ça veut dire quoi? Croissance, feuilles et tiges. Donc, je vais développer une croissance primaire. Croissance secondaire, donc je vais faire aussi des cernes pour faire la conduction de sucre et d'eau dans le tronc. Ensuite, pendant l'acquisition, ben là, je vais aller engranger des réserves de photosynthèse. Éventuellement, je vais avoir aussi, quand tu es assez grand, du carbone qui va partir dans la floraison et la reproduction. Donc là, on a l'accumulation de nos sucres à ce moment-là. Puis, ensuite de ça, on a la chute des feuilles au moment de l'initiation et l'organogénèse qui vont avoir lieu donc dans cette période automnale où on prépare les organes. On a déjà décidé un peu c'est quoi la croissance de l'année d'après, mais on va juste la protéger pour la mauvaise saison. En hiver, il ne se passe rien en théorie. On pourra revenir là-dessus si vous avez des questions, mais il y a quelques données qui nous montrent que finalement, il se passerait peut-être quand même pas mal de choses. Et remobilisation des sucres, bah, ça c'est au moment de l'éco-dormance. On ressent les nouveaux environnements, les nouvelles conditions climatiques qui s'améliorent. L'hiver est terminé, donc là, on remobilise nos réserves et nos sucres pour permettre la croissance. Gardez ça en tête. Petit quiz aussi pour la prochaine diapo. On va voir qui est-ce qui me connaît bien. Le facteur le plus important dans tout ça qu'il faut absolument regarder, que tout le monde doit considérer dans ses recherches. Il me connaît. L'ontogénie, oui. J'étais sûr que les anciens du CAF, depuis mon doctorat, je suis là-dedans. Et à chaque fois que je la regarde, c'est toujours important. Fait que c'est pour durer. L'ontogénie, c'est quoi? Bah, c'est l'évolution des traits, de la morphologie, de la physiologie, de à peu près tous les traits qui amènent au fonctionnement d'un organisme.
et qui vont évoluer au cours du vieillissement. Donc, effectivement, quand on voit un individu, ça reste le même, c'est la même génétique, et pourtant, avec l'évolution dans la vie, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Physiquement, ça change, mais physiologiquement, ça change aussi. Et les arbres font pas abstraction à ça. Ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, au cours du développement, on va avoir la plasticité des traits qui va diminuer, on va avoir la résistance à la sécheresse qui va diminuer, mais on va avoir le coût de maintenance qui va augmenter, le stockage de réserves et la concentration réserve qui va augmenter, la résistance mécanique qui va augmenter. Donc, on comprend bien que un même stress ou une même acquisition de ressources à un moment donné de la vie de l'arbre va pas générer les mêmes réponses parce qu'on n'est pas à la même place, au même point que chez l'humain quand on est jeune, on ne prend pas les stress de la même façon que quand on est beaucoup plus vieux avec de l'expérience. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder à travers quelques études qui ont été faites avec des étudiants, c'est les sucres. Comment, avec l'approche par source-puits, on peut les regarder et en gardant la phénologie en arrière comme façon d'évaluer les mouvements de sucre et évidemment avec l'ontogénie en arrière pour aller voir comment ça change avec la vie de l'arbre. Donc, suivi temporel des sucres de l'arbre en 3 temps. Il y en a qui sourient. C'est pas la plus belle photo, mais il n'y a plus de cheveux, mais c'est toi qui l'as pris. Okay. Bon. En tout cas, c'est lui, Arthur. Donc, Arthur qui a travaillé fort sur 2 chapitres, donc je vais les présenter à Edmond pour aller commencer à explorer ça. Donc, on a pris sur ce puits comme base, et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a été explorer plus photosynthèse, feuille-tronc avec le temps et l'ontogénie. Donc, ce qu'il a fait pour regarder ça, c'est de regarder la phénologie. Lui, c'est vraiment arrêté sur quand est-ce que l'arbre est en activité et où. Donc, on a mis des dendromètres sur le tronc pour voir quand est-ce qu'il pousse, quand est-ce qu'il commence, qu'il est à son maximum et qu'il arrête. On a regardé aussi la croissance primaire, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que c'est son maximum et ça s'arrête. Ça veut dire regarder le débourrement aussi et la sénescence des feuilles, donc la chute des feuilles. Donc avec ces indices-là, ça paraît facile, mais le travail qui est en arrière de ce graphique-là est phénoménal. Donc, pour pouvoir comparer à peu près entre les 4 stades de développement qu'il a regardé, des juvéniles, des semis, à peu près 30-40 cm, des gaules jusqu'à 3-4 mètres, des arbres matures, 20-25 cm de DHP, puis des vieux, 60-70 cm de DHP. Donc, en regardant ces 4 stades de développement-là, il a pu produire cette courbe un peu d'activité des différentes stades de croissance. Donc, on voit les feuilles, il n'y a pas une grosse différence. On se serait attendu à ce que les juvéniles partent un peu plus tôt, mais ce qui est vraiment frappant, c'est en termes de croissance primaire et secondaire. On voit chez les juvéniles qu'on a quasiment une synchronisation, puis surtout une intensité de croissance qui est vraiment faible. Donc, ça se passe surtout au début de l'été. Ils se dépêchent de faire ça. Ensuite, il n'y a plus vraiment de puits, il n'y a plus vraiment de croissance. Donc là, ils commencent à engranger des réserves en disant « j'ai fait ce que j'avais à faire, je mets en réserve pour l'année prochaine ». Goal, on est rendu à l'adolescence. Sky is the limit. On est à fond. On produit on consomme d'énormes quantités, on se développe vraiment au maximum. L'intensité de l'activité primaire est très, très forte. Secondaire, elle l'est quand même aussi pas mal. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un décalage. Donc, au moment où je fais de la photosynthèse, j'accumule du carbone. Je mets tout mon carbone dans mon élongation pour pousser le plus vite possible, surpasser les autres. Et ensuite de ça, quand j'arrête ça, là, je mets en place mon diamètre pour pouvoir supporter la conduction d'eau que je vais avoir besoin pour soutenir ce feuillage-là. Puis, il n'y a pas une grande période à la fin où il n'y a pas d'activité et je vais pouvoir engranger des réserves. Donc, une mise en réserve qui n'est pas une priorité à ce stade-là. Donc là, on est à fond, on pousse, on n'a peur de rien, arrivera ce qui arrive. C'est aussi un moment de la vie de l'arbre où il y a quand même beaucoup de mortalité, donc l'exclusion des tiges. Ça pourrait s'expliquer un peu avec ça.
je suis pas fini. Avec les matures, on voit que la croissance primaire est bien réduite. On pourra explorer ça un peu tantôt, mais probablement beaucoup moins de capacité de produire des élongations et des feuilles parce qu'on arrive à une taille qui commence à être notre taille limite. Et donc, on doit prioriser la croissance secondaire. Donc, c'est là où la croissance secondaire est la plus forte dans la vie de l'arbre, puis qu'elle est en train de s'installer vraiment pour maintenir sa surface foliaire en place. Donc, fournir toute l'eau qu'il y a pour cette surface foliaire énorme. Et puis, chez les vieux, ben là, on voit une intensité qui commence à réduire sérieusement dans le primaire. Donc, on a des pousses vraiment très petites, pas très longues. Donc, on revient à une intensité qui équivaut un peu à celle des semis. Et on voit aussi pour la croissance secondaire qu'on a une petite diminution, mais on continue d'être un peu obligé d'investir là-dedans parce qu'il y a encore cette structure à supporter. Donc, si on regarde un peu les deux périodes vraiment intéressantes de ce graphique-là, qui sont la mobilisation des sucres, pas une grosse différence ici. Donc, quand je remobilise mes sucres, je les donne à la croissance, je la donne à peu près pour les feuilles d'abord, pour construire les feuilles seulement. À part les gaules où on construit déjà la croissance primaire, donc des tiges avec du carbone qui a été engrangé l'année d'avant. Mais globalement, les sucres, ils servent à installer les feuilles, puis après, c'est les feuilles, une fois qu'elles sont là, qui vont permettre de faire les autres étapes de la croissance. C'est pas vrai chez toutes les espèces, mais chez l'érable à sucre, c'est ça. Puis, la période de remobilisation dans les réserves, donc là, je remets en banque mon carbone. Là, on voit qu'il y a vraiment une différence entre les semis qui font absolument rien d'autre à ce moment-là versus d'autres stades où on a vraiment encore de l'activité dans cette période-là et on consomme une partie des sucres encore pour de la croissance. On ne peut pas mettre tout en réserve. Chez les plus vieux, on voit que la croissance s'arrête un peu plus tôt, probablement pour mettre en réserve aussi, pour maintenir la structure qui devient énorme et très coûteuse. Conclusion, des activités de développement qui sont plutôt désynchronisées, à part chez les semis. Une activité de développement désynchronisée ou qui se désynchronise au cours de l'ontogénie. Une compétition pour le carbone qui évolue avec l'âge, donc on n'a pas à l'intérieur de l'arbre les mêmes besoins, les mêmes puits et les mêmes sources au même moment en fonction de l'âge, donc l'ontogénie est super importante. Et les stress aussi ne sont pas ressentis de la même façon selon l'âge. Avec, si on voyait par exemple ici, on a un stress hydrique à ce moment-là, on va affecter non seulement la croissance primaire mais secondaire chez les semis, alors qu'on peut affecter seulement la croissance primaire chez les autres. Si on a un stress hydrique plutôt automnal, on peut affecter la croissance secondaire chez les plus vieux, mais les semis, ça va affecter seulement leur mise en réserve. Donc, ça fait des différences dans pourquoi est-ce qu'à un stade donné, mon individu, il répond à un stress ou il répond pas à un stress, il prend une claque ou il n'en prend pas, ou quand on fait une ouverture du couvert aussi, si on augmente la lumière au-dessus d'un individu, où est-ce qu'il est rendu dans son stade et comment il va prendre cette augmentation de ressources. S'il est relativement jeune, il peut s'en servir beaucoup, mais c'est possible qu'à des stades plus âgés, ce ne soit pas profitable. Deuxième étude, donc ça c'est le chapitre 2 de Arthur. Des fonctions de la cime et l'ontogénie. Là, ce qu'on va regarder, c'est encore une fois la même chose, mais au lieu de regarder la phénologie, donc plus les puits, on va regarder le côté photosynthèse. Donc, c'est quoi le potentiel? Qu'est-ce qui construit l'arbre au cours de cette phénologie puis de cette ontogénie? Je fais un mini retour en arrière parce que Arthur est parti des travaux de Olivier Togourdeau, que j'ai présenté il y a 2 ans. Mais comme vous n'étiez pas toutes là, je vais juste faire un mini retour. Donc, Olivier, lui, ce qu'il avait regardé, c'est le côté architectural. Qu'est-ce qu'il y a dans les cimes des arbres? Qu'est-ce que les arbres font? Donc, il a regardé sur plein d'individus la croissance des dernières années. Des petits, des moyens, des gros, des très gros. Et on a vu que, peu importe leur âge, les arbres faisaient 4 types d'axes. Il y a les axes très courts, qui sont très nombreux, des axes moyens, des axes longs et des réitérations, donc des fourches
C'est les 4 types qu'il peut faire. Et ça, il peut le faire en théorie n'importe quand. On en a trouvé dans tous les âges pour certains. Donc, basé là-dessus, on a dit il y a 4 types d'axes. À quoi ils servent ces axes-là? Pourquoi l'arbre a ces quelques axes disponibles et pourquoi il ne fait pas un peu tout ce qu'il veut n'importe comment? Donc, on est allé, ça montre que je n'avais pas encore acheté le drone parce que maintenant, on ne fait plus du tout ça. Je ne reviens pas comment on a pris des risques avec ça alors qu'aujourd'hui, on prend ça d'une façon beaucoup plus... En tout cas, faites pas toujours ce que votre directeur vous dit de faire. On est allé chercher des systèmes branchés de 3 ans, puis là, on regarde c'est quoi, qu'est-ce qui compose ce système-là en fonction de l'âge. Donc, on regarde la longueur, le nombre d'entre-nœuds, la surface foliaire, etc. Puis, ce qu'on trouve, c'est que les axes courts, les petits axes, il en produit toute sa vie. C'est les premiers qui produit, puis il en produit toute sa vie, et c'est les derniers qui produit. Les axes moyens, eux, il va commencer un peu plus tard, il va en faire beaucoup, puis après, ça va diminuer, puis il va s'arrêter éventuellement à un moment donné et ne produire que des axes courts. Des axes longs qui ne devraient pas être de cette couleur-là, eux, c'est des axes qui sont peu nombreux, qu'il en produit dans une partie de sa vie qui est encore plus courte. Et les axes bleus, donc les fourches, on en a trouvé là chez les 40 ou 50 individus qu'Olivier avait regardé une fois. Une fois, on a dit, OK, là, c'est une fourche, il est en train de produire ça. Donc, c'est des événements assez rares et qui se situent plutôt donc, dans la jeunesse de l'arbre. Après ça, on n'en voit pas. Ce que ça nous dit, c'est que ces axes-là, qui sont courts, ils sont quand même foliés, on a supposé que c'était de l'exploitation de la lumière. Donc, c'est des axes où on dit là, on est petit, on ne peut pas explorer beaucoup, on va exploiter la lumière, engranger notre ressource qui vient avec ce que j'ai montré avant. Quand on est petit, on accumule pour éventuellement passer nos stades et pouvoir après explorer un peu plus, compétitionner les autres. Quand on est, disons, là on parle de la hauteur de 5 à 10 mètres, là on commence à avoir des arbres qui sont au-delà de l'adolescence, bien partis. Là on a des ressources, on explore, on fait des longs axes, éventuellement on fait même des fourches. Puis après, la structure nous rattrape, c'est très lourd à conserver, grosse demande en carbone, donc là on peut plus se permettre de faire des grands axes, on réduit la taille et c'est probablement associé au phénomène de sénescence. On va voir un peu après. Donc, on exploite toute sa vie parce qu'il faut utiliser de la lumière, puis on explore dans une partie plus centrale, plus ou moins bien, suivant les ressources qu'on peut avoir. Ce que ça donne, c'est des pousses très simples qui se complexifient avec l'âge et qui finalement se resimplifient en vieillissant. Donc, sur cette base-là, ce que Arthur a fait, il est allé chercher plus précisément c'est quoi la fonction des axes. Qu'est-ce que faisaient ces axes-là? Et on a nos 4 stades, donc juvénile, semi, gaulle, mature et vieux. Puis ça, c'est les capacités de photosynthèse. En gros, c'est la masse de feuillage qu'il y a sur la surface du feuillage. Donc, les feuilles de semis et d'arbres ont vraiment des grosses différences à ce titre-là, même si morphologiquement, elles peuvent se ressembler beaucoup. Et ça vient de l'épaisseur. L'épaisseur des feuilles de semis est très faible, alors que les épaisseurs de feuilles d'arbres matures ou vieux sont très épaisses. Donc, pour un même mètre carré, beaucoup plus efficace pour faire de la photosynthèse quand on a vieilli. Probablement dû au recyclage des ressources, donc les arbres matures accumulent des nutriments, des ressources qui permettent de concentrer ça dans les feuilles. Donc, à chaque automne, on récupère une partie, on ne fait pas tout tomber avec les feuilles, on récupère et on remet ça dans nos feuilles, puis on fait des feuilles de plus en plus épaisses pour pouvoir utiliser de plus en plus de lumière. En passant ici, c'est tous des arbres qui sont en pleine lumière. C'est des petits semis qui étaient dans des ouvertures, des gaules qui étaient dans des ouvertures, et les matures et les vieux qui étaient déjà dans la strate. Ça a été récupéré avec le drone, cela. Donc, on est allé chercher vraiment le haut des arbres. Donc, c'est ça, des recyclages, des ressources pour les matures vieux qui permettent d'avoir de la photosynthèse un peu plus intéressant parce que les coûts sont vraiment élevés. On ne peut plus développer beaucoup de surface foliaire parce que
À chaque fois qu'on fait une nouvelle feuille, ça veut dire faire une nouvelle branche, il faut faire un nouveau morceau de tronc et des racines. Donc, ça devient très, très, très cher de mettre en place ça. Donc, on augmente l'efficacité. L'autre résultat, c'est sur la morphologie des axes, donc un ratio longueur-masse de l'unité de croissance. Ce qu'Arthur a vu, c'est qu'on avait vraiment une diminution, donc un peu un côté inverse, très élevé, donc des axes plus denses qui se permettent d'aller explorer malgré le fait que je peux pas en faire beaucoup. Donc une densité de tissu très faible ici dans le bois, alors qu'on a une accumulation et donc des axes. Puis là, on parle de la croissance primaire, donc c'est pas le tronc. Dans la croissance primaire, on voit déjà que c'est beaucoup plus dense, des axes beaucoup plus solides quand on est chez les matures et chez les vieux. Donc des petits axes solides, probablement à cause de tout le vent, la biomécanique qui est associée au fait que ici, je suis pas trop sensible, je peux aller me permettre de m'étioler un peu, alors que à 20 mètres, avec le vent, le verglas et autres qu'il y a, je peux pas, il faut que je fasse des axes un peu plus solides. Donc, ça nous explique un peu aussi pourquoi on simplifie les structures, il faut investir plus sur des structures solides. Donc, des axes de plus en plus solides, mais qui peuvent être de moins en moins exploratoires de l'espace. Sa conclusion générale, c'est quand on combine ça avec un indice qui va être la masse foliaire sur la masse de l'UC. Donc là, on a à peu près comment je peux faire de photosynthèse par unité de carbone que j'ai investi dans ma tige. Ben, on voit que chez les semis, on est plutôt du côté euh, 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 exploitation de la lumière. Donc, on se retrouve, les couleurs sont vraiment étranges, mais en tout cas, vous l'avez là-bas, c'est le vert et normalement, c'est brun l'autre. Les semis vont principalement être là, puis quand ils commencent leur pic de croissance à l'adolescence, on voit qu'il y en a quelques-uns qui commencent à aller dans l'exploration. Chez les Gaules, on est vraiment plus dans l'exploration. Il y en a peut-être que quelques-uns qui sont en retard dans leur pic de croissance. Puis ensuite de ça, quand on est chez les matures, on revient ici, on voit que les axes sont à nouveau, oui, très efficaces par unité de masse en photosynthèse, mais d'abord dédiés à l'exploitation de la lumière pour maintenir la structure. Et chez les vieux, on a quasiment, on reste dans le même patron, puis on a quasiment que de l'exploitation. Donc, on n'explore plus l'espace, ce n'est plus possible. Donc, conclusion, ce qu'on voit, c'est que la CIM a des contraintes biomécaniques, etc., qui amènent des fonctions différentes. Puis ces fonctions-là, exploitation de la lumière, par exemple, changent avec l'ontogénie assez clairement. Et on peut le relier avec la phénologie et la gestion du carbone. Troisième étude, ça c'est les suivis temporels des sucres, mais des réserves carbonées. Donc, cette fois-ci, on va regarder seulement les réserves, qu'est-ce qu'on a en banque, quand est-ce que les réserves elles augmentent et elles diminuent, pour essayer de relier ça avec ce qu'on a vu depuis le début. Alors malheureusement, on avait plus de 900 échantillons. On avait commencé une pré-étude pour voir si ça valait la peine, qui nous a montré que oui. Mais au moment où on voulait faire la vraie étude avec tous les autres échantillons, il y a eu un petit problème de stockage qui a fait en sorte que ces échantillons sont malheureusement pas analysables. Donc, je ne peux pas vous présenter quelque chose de complet et de total, mais je vais vous présenter les résultats sur la préanalyse qu'on avait fait sur les 192. Donc, 2 érablières, il y avait les 4 développements, on en avait testé 2, 3 armes, 2 compartiments, puis 8 périodes dans l'année où on a regardé ça. Grosso modo, ce que ça donne, c'est qu'on voyait que, oui, il y avait une accumulation de carbone, une concentration dans les tissus avec le vieillissement. Donc, intéressant. Ce que ça nous dit un peu, c'est pour entailler des arbres, c'est mieux d'attendre le plus longtemps possible. Il y aura de plus en plus de carbone, en théorie, dans un arbre lorsqu'il va vieillir. Donc, aller entailler des plus jeunes, c'est juste avoir des rendements un petit peu moins intéressants. Donc ça, c'était une grosse conclusion. Ce qui devenait plus intéressant, c'était le côté branche et tronc. On voit que peu importe le stade, mature ou Gaulle, on a beaucoup de carbone dans les branches, on a beaucoup de réserves dans les branches, peu importe la période de l'année. Ça veut dire qu'en hiver, on met beaucoup de sucre pour éviter le gel. Puis en été, il y a beaucoup de sucre parce que les feuilles sont à côté, c'est elles qui produisent le sucre. Le premier endroit où le mettre, c'est dans les branches. Fait que c'est toujours élevé et peu importe le stade, ça change pas grand-chose.
alors qu'on voyait que dans les troncs, il y avait une tendance à ce qu'il y ait une accumulation chez les matures et les gauches. Je suis certain qu'avec les 800 échantillons, ça aurait été significatif. Là, ça ne l'est pas vraiment. Mais la tendance est là. Donc, rien ne sert d'entailler trop petit. Ensuite, si on regroupe toutes ces données-là en fonction du temps, donc de nos 8 périodes, ce qu'on voit, c'est bien la quantité de sucre qui est dans l'arbre l'hiver. Donc, si on peut suivre les rameaux en premier, le vert foncé, on voit que entre la période hivernale et le printemps, il y a la remobilisation. Donc, les sucres arrivent dans les tissus pour faire la croissance. La croissance part, donc là, on les consomme. C'est la croissance primaire qu'on voyait au début. Et puis ensuite, quand la croissance primaire s'arrête, on est rendu, la croissance est faite, les feuilles sont sorties, là, font de la photosynthèse, ça réaccumule beaucoup de carbone dans les rameaux qui éventuellement va être distribué dans le reste de l'arbre. Si on suit dans le tronc, même chose, on a une remobilisation ici pour aller fournir le carbone. Donc la période où il y a le plus de sucre dans le tronc, c'est mars. Ça tombe bien, c'est là qu'on entaille. En même temps, on entaille sûrement parce que c'était là que c'était le plus élevé, mais en tout cas, c'est bon de le confirmer. Puis après ça, on a la diminution parce que la croissance est en place et éventuellement un petit remplissage qui vient de nos feuilles pour remplir ça pour pouvoir passer l'hiver. Donc, mobilisation pour la croissance ici, croissance et acquisition là-bas, et avec un transfert des troncs des branches vers les troncs pour fournir à la fois la croissance secondaire, mais aussi re-remplir les réserves. Avec la période où il y a la plus grosse concentration, donc la période où on entaille. Ce que ça nous dit ça aussi, c'est que l'entaillage d'automne, oui, ça marche, mais les rendements ne devraient pas être tellement supérieurs à ce qu'on pourrait avoir au printemps, parce que les concentrations à ce moment-là ne sont pas idéales. Donc, ça concorde avec notre phénologie, nos étapes de développement, croissance primaire, sortie des feuilles, etc. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle. On s'y attendait un peu, mais c'était bon à vérifier. Ensuite, donc, Olivier, qui avait fait l'étude de tantôt dans son postdoc ici, a continué un peu en France avec le CIRAD à faire l'analyse avec GreenLab, qui est un modèle de simulation, construction de plantes. Et on s'est basé sur ce modèle-là pour plusieurs raisons que vous allez voir, mais parce qu'il permettait de mettre le carbone au centre et de faire de la gestion de carbone et de tester nos hypothèses et ce qu'on avait vu. Donc, on prend en gros l'architecture, on met ça dans un modèle, puis là, il va nous faire pousser un arbre qu'on peut ensuite valider en disant oui, ça tombe bien, on a les bons diamètres, on a les bonnes hauteurs, on a les bons types d'axes qui sont produits. Donc là, on va regarder quelque chose d'assez global parce qu'on rentre dans la modélisation. GreenLab, pourquoi? Parce que c'était très prometteur pour les arbres. C'est un modèle très solide qui est basé sur des mathématiques. Il y a un peu de probabilité pour faire du stochastique, donc on peut produire la variabilité de ce qu'on peut voir dans la nature. On peut le reproduire avec GreenLab parce que c'est pas tous les bourgeons qui ont la même probabilité de sortir. Donc des fois, si on fait des simulations différentes, on va obtenir des arbres différents, mais qui toujours vont finir à peu près au même diamètre, à peu près à la même hauteur, donc c'était quand même assez intéressant. Donc, un modèle efficace qui est basé sur la botanique, donc quelque chose de très rigide, très solide, et qui va ensuite calculer les besoins et la fourniture donc, de carbone. Donc, c'est là que nous, ça nous intéressait, c'est d'aller mettre des hypothèses là-dedans. L'objectif, simuler des arbres le plus vieux possible, avec des modèles standards je calcule toute la photosynthèse de chaque feuille pour savoir combien j'ai de carbone et qu'est-ce que je fais l'année d'après. Ça prend des super ordinateurs, c'est super difficile. Avec ça, on avait un bon espoir que ce soit très rapide. Puis, aller valider les hypothèses sur ce puits qu'on voyait. Encore une fois, on se place dans les mêmes conditions que nos mesures de calibration, c'est-à-dire pas de différence de lumière, ils sont toutes quand même à pleine lumière et on les fait pousser dans de très bonnes conditions. Un autre petit détail de modélisation, mais
modéliser chaque phytomère, ça redevient extrêmement complexe. Donc, on a dit, si on a deux petits phytomères, on va en faire un plus grand avec une feuille plus grande. Donc, on s'éloigne de la réalité dans ce sens-là, mais ça permettait de diminuer les calculs de vraiment beaucoup sans avoir d'impact sur la qualité. Donc, une simplification de ce côté-là pour passer à l'échelle des arbres. Parce que ça avait été développé chez le concombre, et le concombre en a pas mal moins. C'est qu'eux, ils calculaient au phytomère, mais chez les arbres, il y en avait tellement qu'il a fallu prendre une autre solution. Calibration sur toutes les données que je vous ai montrées, on regarde ça, on pousse ça, puis on fait un modèle qui fonctionne finalement, étonnamment assez rapidement. D'habitude, ça ne fonctionne pas. J'ai travaillé 3 ans sur l'ignium, puis on n'a jamais fait un érable qui avait de l'allure. Donc, ici, ça a fonctionné. Je suis vendu aux mathématiques parce que c'est vrai que c'est que des équations mathématiques et des lois binomiales inversées pour faire du stochastique. C'est très, très solide. Ça donne toujours les bons résultats et ça change pas, ça part pas un peu dans des propriétés émergentes bizarres. Donc, vraiment super solide et intéressant. Maintenant, est-ce que ça va nous permettre de mettre des vrais arbres dans Elden Ring ou Assassin's Creed? C'est pas le but. C'est vrai qu'ils sont beaux, c'est vrai que la visualisation est le fun, mais l'idée vraiment au départ, c'était d'aller chercher. Maintenant qu'on voit que ça donne les bonnes hauteurs, les bons diamètres, ça donne les bons ratios allométriques à la fin, ça veut dire qu'on simule quelque chose de réaliste. Si on simule quelque chose de réaliste, on peut étudier les trajectoires pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, quand on fait de la visualisation seulement des structures principales, troncs et grosses branches, on voit les structures que ça nous donne. Puis on va essayer de comparer avec ce qu'on voit dans la nature. Puis c'est assez vrai qu'il y a des fourches, des duplications, des branches maîtresses à ces hauteurs-là, et toutes ces formes-là étaient visibles dans la nature. Donc en se disant, on a réussi à reproduire cette diversité-là. Puis quand on regardait un peu comment est-ce que ça se formait, ben là on est allé regarder le Q sur D. Q sur D, c'est l'offre de carbone sur la demande en carbone. Donc, je vous mets phytomère, un entre-nœud, des bourgeons, des feuilles. Ça, c'est l'unité de base sur laquelle est construit tous les arbres. Quand il y a une feuille, c'est un bouleau. Quand il y a 2 feuilles, c'est un érable. Donc, c'est juste ça la grosse différence. Mais grosso modo, à l'année N-1, je vais avoir, mettons, 3 phytomères avec 3 feuilles, puis quelques bourgeons là-dessus. À l'année N, donc l'année suivante, je vais avoir chaque bourgeon qui va reproduire un phytomère. Donc, je vais avoir une croissance comme ça. Puis éventuellement, même la croissance sur l'axe principal peut faire 2, 3, 4 phytomères, suivant si les conditions sont bonnes. Donc, je branche et je fais de l'élongation. Ce que ça nous dit, c'est que les feuilles qui étaient présentes à l'année N-1 vont définir combien j'offre de carbone à l'année suivante. Et donc, combien je peux offrir à la demande en carbone. Donc, j'avais un certain nombre de bourgeons qui étaient prêts à partir. Mon Q, c'est drôle à dire, va offrir à mes bourgeons un potentiel pour pousser. Donc, si je priorise les bourgeons, mettons ceux qui sont plus apicaux, je vais produire un arbre qui va pousser vers le haut, puis pas trop de branches en bas. Si j'inverse la priorisation, que je priorise les bourgeons qui sont en bas, puis pas ceux qui sont en haut, je vais avoir un arbuste comme le noisetier. Donc, cette priorisation nous permettait de jouer un petit peu avec comment l'architecture se développe. Ok, oui, c'est ça. Donc, si on regarde cette évolution de qu'est-ce que j'offrais à chaque année et qu'est-ce que je demandais l'année suivante, ça nous donne ce genre de graphique-là où si j'ai une offre et une demande égales, bah, c'est une stabilité, j'ai pas de perte, j'ai pas de gain. La bourse de mon directeur permet de subvenir à mes besoins. Et si jamais ça monte ici, bah là, j'accumule un peu d'argent pour pouvoir faire quelque chose de plus. Donc, on voit qu'au début, malgré les investissements, la situation, les petits axes, etc., on voit que la phénologie qui est j'arrête ma croissance, j'accumule du carbone et je l'investis dans la croissance, c'est toujours des investissements payants qui permettent aux semis, en pleine lumière, de se développer normalement et d'avancer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des périodes où on fait un pic, puis après ça, on redescend. Un autre pic, on redescend. On a vu de 1 à 4 pics chez les simulations qu'on a fait.
Donc, on voit que le Q sur D, il évolue, c'est pas du tout stable, ce qui était quand même intéressant, puisqu'il nous a permis de définir des zones. Donc, il y a un moment donné, on favorise l'exploitation de la lumière. Donc là, on accumule du carbone en bande, puis après ça, on dit, j'en ai assez, je peux partir des structures plus exploratoires, coûteuses, mais qui vont me permettre, au final, de surpasser les voisins ou d'aller chercher plus de lumière encore en haut. Et au moment où on fait ça, c'est un coup. Fait que là, on doit maintenir cette nouvelle structure. Et avant de produire assez de feuillage et des axes d'exploitation, ça prend du temps et ça fait en sorte que pendant des périodes, on va être plutôt déficitaire, on est en train d'en perdre, mais on voit qu'éventuellement, ça finit par reprendre le dessus, que les petits axes exploitent bien la lumière, continuent, puis on peut faire ça une couple de fois. Et l'hypothèse qu'on avait, c'est qu'il y avait un seuil à partir duquel l'arbre décide de faire une fourche, une grosse branche maîtresse en disant j'ai assez de ressources, je peux dupliquer en termes de coût de respiration, c'est énorme pour l'arbre. Mais il se permet de le faire, à savoir exactement où et quand. C'est ce Q sur D qui semble être le signal pour dire tu peux te permettre de partir 2 bourgeons puis de faire 2 structures complexes maintenant. Donc, quand même intéressant. Puis si on le replace dans le contexte d'Olivier, on se disait, oui, on voit que la période d'effervescence à 5 mètres, on finit notre adolescence, on est à fond dans la croissance, on est à fond dans tout ça. On voit que effectivement, on va avoir une possibilité de faire des fourches à ce moment-là. Ce qu'on pense avec les nouveaux résultats, c'est que ces éventualités-là peuvent être quand même distribuées un peu plus tard, peut-être jusqu'à 10-12 mètres de hauteur. Bon. Ça, c'est une alerte incendie. C'est la dalle qui a perdu hier. Phew, c'est pas ça. Pour terminer, si on remet ça un peu dans le pratique pour la sériculture, on sait que les érablières vont avoir beaucoup de stress dans un futur proche, sur broutage, les sécheresses, donc tout ce qui est climatique, vent, verglas. Les pluies acides, c'est peut-être un peu moins vrai que ça l'a été, mais il y a encore des conséquences, des ravageurs qui reviennent avec les changements climatiques aussi. Et aussi, en termes d'entaillage, on va en parler un petit peu, parce qu'il peut y avoir des conséquences si on ne le fait pas bien. Donc, tous ces stress sur les érablières, ça a été un peu une motivation, de tous les projets qu'on a fait, mais aussi d'essayer de transposer ça dans des solutions. Donc, on veut que l'érable soit en santé pour pouvoir supporter ces stress-là, parce qu'on ne pourra pas toutes les résoudre à sa place. Il va falloir donner une marge de manœuvre à l'érable pour qu'il y ait à la fois une bonne vigueur, une bonne santé, une bonne croissance pour pouvoir passer à travers les stress. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un érable en santé? Ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de carbone, que ce carbone-là va lui permettre la croissance et donc d'avoir un potentiel de coulée intéressant, puis des sucres qui vont donner une coulée sucrée intéressante, donc du sirop éventuellement. Donc, c'est quoi un érable en santé? Tim, regardez ça. Je ne rentre pas dans les détails, peut-être dans 2 ans, quand je vous présenterai ça, mais c'est teasing. Donc, il a fait comme une revue, il a regardé ça, on a exploré ça avec le centre Acer. Grosso modo, on voit que le Q, qui est l'offre de photosynthèse, donne une valeur de sucre disponible dans l'arbre qui est quand même assez énorme. Et même, on voit dans ce qui est nécessaire dans la demande, donc ce que notre modèle faisait tantôt, là, c'est tout sauf le blanc. Le blanc, il était exclu. Et parce qu'on voit qu'il y a une partie des sucres qui sont mis dans l'arbre qui sont pas utilisés du tout. Alors pourquoi, c'est difficile à dire, mais on voit même des arbres qui sont morts, qui sont encore pleins de sucre, qui n'ont pas utilisé pour répondre à leur stress. Donc, ce que ça nous dit, c'est que l'arbre n'utilise vraiment pas tout le carbone qu'il met de côté, et que dans le carbone qui est disponible pour la demande, pour faire de la croissance, il y a une partie qui est exploitable, une partie qu'on peut retirer avec la sériculture. Mais que dans cette partie exploitable, ce qu'on extrait avec une chaudière, c'est à peu près 2-3%. Ça nous rassure, la sériculture ne semble pas avoir un impact. On a regardé sur la croissance, on a regardé sur les blessures, les maladies, ça ne semble pas effectivement avoir d'impact sur l'arbre. Même quand on se plaçait avec un système d'extraction sous vide, là, on va chercher du 10-15%.
Donc, on est encore vraiment en dessous de ce qui pourrait avoir un impact pour l'arbre. Petit bémol, le seul endroit où c'était statistiquement significatif, c'était chez les gaules et les jeunes arbres. Donc, encore une fois, on n'entaille pas les petits parce que plus ils sont petits, moins il y a de sucre et plus ça a un impact. Maintenant, si on revient plus sur les résultats qu'on avait dans les études précédentes, comment on transfère ça? Alors, on sait que notre carbone est régi sur ce puits, que la phénologie est importante. Donc, ce qu'on veut ici, c'est essayer d'avoir un système qui fonctionne bien, ça veut dire une cime productive. Donc là, on a développé des indices de vigueur de cime, parce que quand la cime est vigoureuse, qu'elle fait des réplications et que la surface foliaire est importante, ben on va avoir ce qu'on voyait tantôt, c'est un développement beaucoup plus stable, un Q sur D qui est très intéressant, et donc potentiellement plus de carbone dans le tronc. Quand on regardait le Q sur D aussi, ben là, ce qu'on voyait, c'est que cette histoire de fourchaison nous permettait de dire, est-ce que je suis capable d'avoir des indices de croissance? Si je regarde mon arbre, je vois les charpentières et les fourches qu'il a fait. Il va très bien, il pousse très bien, sûrement que la croissance est très élevée. Donc, on a développé des indices de croissance basés sur l'architecture des branches principales. D'ailleurs, vous l'avez testé. Qu'est-ce que ça a donné? Ah oui, donné. Ah, ok. Je n'ai pas regardé. Donc, des indices qui nous permettent de dire, OK, c'est vigoureux, OK, ça pousse bien. Pourquoi c'est important? Parce qu'on voit que l'effet principal de l'entaillage, donc c'est pas la prise de sucre, c'est vraiment la compartimentation qu'il y a après, donc les blessures que l'arbre subit, comment il les cicatrise. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus beaucoup d'eau qui passe, puis ça peut éventuellement l'empêcher d'emmener l'eau aux feuilles. Avec Martin Pelletier, Centre Acer, il y a eu un modèle de développé qui allait regarder, suivant à quel moment on entaille, donc la taille initiale d'entaillage, la croissance et le nombre d'entailles qu'on fait. Donc ça, c'était les intrants. On peut produire et savoir quand est-ce qu'une situation d'entaillage est durable, puis quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Ce que ça donne, ça a été remis dans le rapport dont Christian est premier auteur. Quand on a une croissance faible, que la vigueur soit bonne ou mauvaise, on entaille une fois, on commence à 31 cm, donc c'est quand même beaucoup plus grand que ce qui était autorisé avant. Donc ça, c'est des normes d'entaillage qu'on a proposées et qui ont été mis en place dernièrement. Donc, on entaille plus tard parce que la croissance est moins bonne, donc on laisse plus de temps à l'arbre de s'installer pour pouvoir éviter de faire le tour et de cicatriser tout le tour. Et on met une seule entaille, on n'en met jamais deux, même si l'arbre finit par être très gros. Si la croissance sur le site est faible. Si elle est moyenne, ben là, suivant la taille du chalumeau et le début à quel moment je commence à entailler, ben je peux mettre une ou deux entailles. Donc, puis vous comprenez, quand la croissance est bonne, ben là, on peut mettre deux entailles, on peut commencer un peu plus petit. Donc ça a été basé plus sur ce que les arbres sont capables de faire et en fonction de la croissance, je peux m'adapter. Donc, ça n'a pas été super bien pris par les acériculteurs, je vous dirais, au début. Mais après un petit voyage à travers le Québec pour présenter tout ça et expliquer un peu les raisons, ça a finalement quand même bien passé. Petit détail aussi, biodiversité. J'en ai pas du tout parlé, ça n'a rien à voir avec les sucres. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les études de résilience, de résistance au stress des érablières, on voit que les espèces compagnes, le partage des ressources dans l'espace et dans le temps sont super importants. Il y a plein d'études qui sont en cours en ce moment là-dessus pour voir un peu quel est le rôle d'un sapin, d'un tilleul dans l'érablière et qu'est-ce que ça peut amener comme bienfait dans l'érablière et la production. Encore une fois, à venir. Donc, le stress sur les érablières, nombreux, mais on a des solutions basées sur la connaissance qu'on peut mettre assez rapidement en place pour donner des conseils et échanger les réglementations en espérant que ça va être appliqué pour pouvoir rendre ça plus durable. Donc, qu'est-ce qu'on doit ramener à la maison suite à cette belle présentation? L'antogénie, c'était une bonne réponse, mais en fait,
Du sirop d'érable, ça va être fun. Du sirop, c'est ça qu'on ramène. Ça n'a pas Vous en êtes sérieux? Non. Ça va Fallait chercher. Évidemment ça, mais aussi que on produit du sirop avec l'érable à sucre. C'est une espèce qui est vraiment importante. On comprend un peu mieux les sources puits, comment c'est géré tout ça à l'intérieur de l'arbre, comment la phénologie interfère avec ça, mais comment l'ontogénie est super importante dans tout ça parce qu'elle fait à la fois changer les concentrations de sucre, à la fois changer le patron d'évolution des sucres dans les différents compartiments, et elle change aussi la phénologie, donc à quel moment j'en consomme et dans quoi je le mets, donc va avoir une influence sur les réserves. Fait que vous voyez qu'on commence à avoir une idée un peu plus faite sur le sujet, mais évidemment, il y a encore plein d'autres choses à faire. D'ailleurs, le après, ben là, on s'est concentré beaucoup sur le carbone, comment il est géré à l'intérieur de l'arbre, comment les puits de carbone sont dans les différents compartiments de l'arbre. Ce qui nous intéresse, c'était surtout le côté aérien. Ça, c'est pas très bien connu, puis c'est une des avenues dans lesquelles on va aller. Mais l'avenue dans laquelle on va le plus en ce moment, donc avec Alissa qui est là, c'est d'aller regarder le carbone atmosphérique, comment est-ce qu'il est transféré. Donc là, on élargit le cycle du carbone à pas juste ce qui se passe dans l'arbre, mais on va regarder les mêmes patrons d'allocation, mais au lieu d'être juste dans l'arbre, on va regarder qu'est-ce qui reste dans l'arbre, qu'est-ce qui est respiré, et qu'est-ce qui va finalement aller dans les racines, dans les mycorhizes ou comme exudat dans les sols, pour éventuellement définir quelles sont les situations les plus intéressantes pour passer du carbone de l'atmosphère dans les sols, parce que c'est quand même ça qu'on veut avec les changements climatiques. Le carbone aérien, il peut être coupé, il peut retourner dans l'atmosphère vraiment rapidement, un feu, peu importe. Le carbone qui est dans le sol, il est là pour longtemps. Donc, on va essayer de maximiser la mise en carbone dans les sols, donc comprendre c'est quoi les sols qui permettent ça le mieux, c'est quoi les espèces qui vont permettre ça le mieux, et évidemment, quel effet l'ontogénie a sur ses capacités. Probablement qu'un arbre qui est adolescent, qui prend toutes les ressources pour sa croissance, n'en donnera pas beaucoup dans les sols, mais un arbre vieillissant qui est plus dans le mode je veux sécuriser ma situation pourrait augmenter le carbone donné aux mycorhizes et aux bactéries pour son maintien surtout qu'il n'y a pas une tolérance à la sécheresse phénoménale. Donc, voilà pour le après. Si vous avez des questions, gardez-les. Non, c'est pas vrai. Merci. Pas trop fort. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, déjà, tout le monde, merci Sylvain pour la présentation. Merci, ben, c'est correct. J'avais pris Advil et Tylenol avant, des doses de cheval, puis ça a piqué pendant un, ça va mieux. Bon, ben, Benoît. J'ai une question. Tu as présenté un graphique là, où le stockage des sucres dans le tronc différentes périodes de l'année qui expliquait pourquoi on faisait l'entaillage du printemps. Tu as parlé un peu de l'entaillage d'automne, que je comprends pourquoi les gens font ça à la base. Mais les gens, s'ils font l'entaillage à l'automne, ce ne serait pas au mois de septembre. J'imagine que ce serait plus tard, c'est quand tu as les périodes de gel, dégel. Ouais, après septembre, octobre, il ne se passe plus grand-chose. Fait quand on mesure fin septembre, octobre, on est pas mal. On voyait d'ailleurs qu'on avait les mêmes valeurs. Ben, l'entaillage d'automne, il est fait parce que les conditions climatiques sont les mêmes. Donc, on a cette période de gel-dégel qui donne du mouvement dans les arbres. Et c'est à partir de quand que ça remonte pour le mois de mars? Parce que c'est pas mal en mars. C'est fin février, ça commence. Et nous, on avait des mois. Fait qu'on a peut-être raté le début. Là, on a des valeurs, mais est-ce que ça a commencé juste là ou est-ce que ça avait déjà commencé 2 semaines avant? Là, c'était plus exploratoire aussi pour la maîtrise, mais éventuellement, on va faire un pas beaucoup plus court dans cette période-là pour mieux comprendre comment ça part. Est-ce que ça veut dire que si les conditions climatiques deviennent meilleures au mois de février, mais peut-être que les arbres n'auront pas encore remis leur... Ça semble dirigé par le climat. Ouais. Fait que si le climat il est plus tôt, il va juste le faire plus tôt. Ce qu'on ne sait pas, c'est on voit que la durée des belles journées est très accidentelle. Des fois, il y a des périodes de 2-3 jours, c'est magnifique, puis il produit énormément.
Fait que tu peux avoir une production acéricole sur 3 coulées. Et parfois, elle est bonne comme sur 15 jours, puis tu vas avoir une production qui va être correcte, mais tellement longue que là, ça peut être très bon. Puis ça semble très... on essaie de compiler ça avec le climat, puis c'est vraiment dur de savoir c'est quoi les facteurs. Il y a tellement de choses impliquées là-dedans là, que honnêtement, c'est vraiment complexe. Il y a encore des belles années de recherche parce que plus tu en trouves, puis plus tu vois que ouais, mais là, ça marche pas, ouais, mais là, ça marche pas. Ce qu'on sait, c'est que les températures nocturnes ont une tendance à se réchauffer un peu, mais que les diurnes se réchauffent vraiment plus vite. Et que la période qui est bonne entre les deux, elle semble de plus en plus courte. Fait que l'hypothèse en arrière qu'on a avec Sergio, c'est de dire, on pense que l'érable va juste, si la période est plus courte, il va juste faire plus. Fait que finalement, il va s'en sortir plutôt que de dire ah la période est moins longue, fait que ben, ça va être moins. Non, il va juste augmenter sa reconduction d'eau dans cette période-là, ce qui expliquerait un peu pourquoi on a des coulées exceptionnelles, parce que quand l'arbre a pas beaucoup de place pour faire sa coulée de réparation, ben, il va la faire quand il l'a, puis il va la faire à fond. Reprends ton analogie de la bourse de l'étudiant, etc. Oui, la photosynthèse, c'est la bourse. C'est-à-dire que le prof, c'est un peu le soleil. Oui, c'est ça. C'est exactement là que je voulais aller sans le dire. Donc, ma question est plus ton graphique où tu montres le ratio Q sur D là, en fonction de l'ontogénie. Puis qu'il y a des pics qui semblent pour être associés au développement des fourches. C'est que dans la réalité, les semis sont généralement à l'ombre. Les gaulles sont à l'ombre, on pourrait penser 80% du temps. Puis plus tu t'en vas vers les stades vieux, plus, oui, c'est la pleine lumière. Donc, comment tu concilies le dynamisme réel avec ça? C'est la bonne question parce que on l'a essayé, hein, même avec Arthur. On a commencé à chercher, à regarder, puis c'est tellement dur de poser l'hypothèse scientifique avec ça parce que tu peux avoir des semis ombre et lumière, mais tu peux jamais avoir des arbres adultes ombre et lumière. Fait qu'à chaque fois qu'on veut comparer puis dire est-ce que c'est la lumière qui a amené ça, fait qu'on peut aller chercher des semis-lumière puis rester à la lumière tout le temps, ce qu'on a fait pour avoir une idée. Mais de là à dire qu'est-ce que la lumière, le manque de lumière fait dans tout ça, ben, il faudrait peut-être le regarder chez les plus jeunes stades. Ça ralentit et ça met en réserve plus. C'est ça qu'on voit avec les semis. Maintenant, on n'a pas regardé ça avec la phénologie aussi loin que ce qu'on a fait jusque-là. Mais tu as raison que c'est toujours la conclusion qu'on a dans nos articles et les mémoires. C'est la lumière, quand on est dans la réalité puis qu'elle est faible, le semis, il met beaucoup plus de temps à mettre ça en place que quand il est... Et la gaule, c'est la même chose. Là, elles sont adolescentes et elles peur de rien, croissance maximum. Quand elles sont à l'ombre, ça doit diminuer pas mal. Donc, ça ralentit un peu l'atteinte du Q sur D qui serait meilleure. Ça doit être juste très petit à petit que le Q sur D augmente, alors que là, il augmentait quand même assez rapidement. Mais tous les ratios que tu évaluais, là, sachant, je sais pas si ton ballon, la densité du bois chez les gaulles, je pense à mon érabliage, c'est complètement fermé, les gaulles. J'ai remarqué leurs ramis sont très. Ah oui, parce que ce qu'on voit, on a essayé des simulations avec une nappe, puis on peut atteindre un arbre de 3 cm qu'on a forcé d'être à l'ombre. On a réduit beaucoup les ressources qui va avoir 40, 50 ans, donc 50 cernes, versus un qui va avoir 10 à 12 ans. Fait qu'une densité de bois beaucoup moins grosse, puis ça, on le voit chez le bleu jaune, on le voit sur plusieurs espèces. C'est vrai que quand on regarde les relations allométriques, elles sont assez similaires, mais quand on regarde l'âge, lui, il a atteint ça en 12 ans, l'autre en 30 ou 40. Fait que ça fait un changement probablement, mais en termes de, comme je dis, le Q sur D, au lieu de... C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai présenté en fonction de la hauteur, parce que ça, c'est assez vrai. Mais si on met le temps, ça étire de beaucoup le graphique.
Mais oui, ça, on réfléchit encore de comment on peut faire ça. Je n'irais pas mettre des ombrières sur des arbres adultes, mais je veux dire, c'est ça. Non, je ne suis pas Christian. C'est moyen. Si on enregistre. Il restait une question à David. Je vais en faire un petit clip. Oui. Mais c'est la dernière parce que Je là, dirais le léopard de neige. neige. Mon animal favori. Non. Ou panda aussi. Quel est l'état de nos connaissances concernant les patrons de croissance de l'érable à sucre, les patrons saisonniers? Est-ce qu'on a une idée? Puis comment ces patrons-là varient selon l'ontologie? Précise-moi ça. Juste le patron de croissance, c'est Parce que tu nous as parlé, tu as présenté les études d'Arthur, puis là, tu nous as montré un beau graphique là, avec les dynamiques de croissance, puis il manquait les racines, tu n'as pas travaillé sur les racines, mais est-ce qu'on a des connaissances sur ça, ou est-ce qu'on a des hypothèses? Pas chez l'érable, mais il y a des gens qui ont regardé un peu aussi avec des sacs la croissance racinaire, quand est-ce qu'elle était distribuée. En général, chez certaines espèces, elle est distribuée pas mal tout le long du début de la croissance primaire jusqu'à la fin de la croissance secondaire. Il y a une croissance racinaire. Puis chez d'autres espèces, c'est plus en même temps que la croissance secondaire, donc un peu plus tard, au milieu de l'été, qu'il y a cette croissance-là. Puis ça va sûrement venir un peu bouleverser la gestion de carbone. Mais comme nous, on y allait toujours avec les réserves qu'on voit là, on les attribue ici, puis le reste, c'est ce qui est stocké, les mycorhizes et les racines. On n'a pas regardé, tout ça, c'est dans ce qui reste. Parce que je me souviens, quand j'ai fait mon cours de physiologie de l'arbre au bac, quand je me souviens d'un graphique, c'est une étude de 1950, il y avait un pic très tôt, là, au printemps, puis un autre à l'automne, c'est encore de croissance. Chez certaines espèces, oui. Chez certaines espèces, oui. Chez l'érable, on n'a pas. J'ai pas connaissance. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal sûr qu'en cherchant, on devrait pouvoir trouver la période de croissance racinaire de l'érable. C'est une des espèces qui est quand même plus étudiée. Puis selon, est-ce que j'imagine que ça va varier selon l'ontologie aussi? Oui, j'en suis certain. Donc, c'est pas évident. Poser la question, c'est y répondre. C'est un sujet qui vous a intéressé éventuellement. Oui, pourquoi? C'est intéressant. Ben oui, c'est sûr que c'est intéressant. En fait, pour avoir joué dans les sols tout l'été, c'est sale, c'est plate, ça fait mal, c'est la dynamique est difficile à mesurer. C'est ça, c'est un autre. Fait que j'arrive au point où je me dis, ouais, il faut savoir pareil, fait que j'ai envie d'y aller. Mais c'est vrai que au début, je travaillais juste sur les feuilles de la photosynthèse parce que c'était facile. Puis là, je me rends compte que c'est sûr que quand tu comprends l'ensemble des interactions, les sols, c'est super important. Puis avoir le choix d'aller jouer dedans. Ça fait plaisir, hein. Les sols, c'est super important. Bon, ben, ça va clore notre période de questions. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Donc, merci tout le monde de